Bonjour à tout le monde, merci d'être venu à cette occasion, à cette conférence, à ce moment qui pour nous est important pour des raisons. C'est l'école doctorale de la section d'architecture qui ouvre encore une fois ses ports à l'ensemble de la section d'architecture. Déjà dans d'autres occasions, les activités de l'école doctorale ont été plus publiques plutôt qu'être enfermées dans les cercles des étudiants. Et donc l'école doctorale est articulée dans une série de cours qui sont donnés par des professeurs de l'école, de l'EPFL et aussi des invités et qui donnent des cours. Et après il y a des semaines dédiées à des approfondissements avec l'intervention d'une ou plusieurs personnalités. L'occasion de ce soir est justement celle d'une personnalité qui vient à discuter, à présenter ce genre de recherche. La deuxième chose importante pour ce soir, c'est la personnalité qu'on a invitée. Donc Antoine Picon, qui s'est imposé comme une autorité dans la recherche dans les domaines de l'histoire et de la théorie de l'architecture. Une autorité qui a eu la force, la curiosité et le courage de traverser plusieurs siècles à travers ses recherches, reliées à travers un fil rouge, et qui aujourd'hui aboutissent à des questions qui font qui sont tressées ensemble, qui font les sujets, la problématique qu'il expose dans l'ensemble de l'école doctorale avec une trilogie, avec 3 interventions, dont la première aujourd'hui est ouverte et c'est fait dans cette salle, et qui sont reliées par une thématique qui nous passionne particulièrement. Et la thématique, Antoine l'a résumée dans cette construction du titre, architecture et culture constructive de la structure à l'ornement. Et Antoine Picon est on rentrera dans les sujets, a une formation absolument intéressante pour un campus comme le PFL, parce qu'il a une formation d'ingénieur, il traverse une des écoles les plus importantes, les plus héroïques de l'histoire de l'ingénierie, l'école des ponts et chaussées, et en même temps, il cultive une passion forte pour l'architecture, la ville, donc il est aussi diplômé architecte. Donc il a cette double formation qui lui donne une capacité, un regard spécial. Naturellement, il est docteur et habilité dans l'enseignement de l'histoire. Il est professeur à Harvard et professeur aussi en France, aussi à l'école des ponts et chaussées. Il a une série de publications importantes. Je commence avec quelques considérations sur la fin qui forment aussi, comment dire, les points forts de la série de conférences qu'il va donner. Et une des dernières publications qui n'est pas encore sortie, mais à laquelle il a travaillé, il a conclu, elle est dédiée à l'ornement. Et regardez probablement, j'imagine, d'après ce que j'ai pu connaître de quelques discussions avec lui, qui regarde la culture historique de l'ornement, la théorisation de l'ornement à travers les grandes questions du XIXe siècle jusqu'à l'ornement contemporain, parce que c'est ça, sa spécificité aussi, de tirer cette problématique qui se sont dessinées dans un certain moment historique et les voir réagir dans l'Icketnunk, dans le moment actuel, avec d'autres outils que les architectes avec lesquels doivent se confronter. Et cet livre apparaître d'ici à quelques mois, probablement en 2013, est anticipé par l'autre livre publié en 2010, Culture numérique et architecture, une introduction, dans lequel Picon aborde des questions qui sont dans les titres, la question de la structure, aussi celle de l'ornement, à travers naturellement l'emploi de l'outil numérique. Et pour se poser des questions qui touchent et l'architecture et aussi le territoire.
et comme les architectes doivent réagir à partir de cet nouveau outil qui pose des questions des projets, d'imaginaire, d'imaginaire à l'échelle de la ville et à l'échelle du territoire. Et toute cette question est anticipée par Antoine à partir de ces études qui datent de 1988 et qui lui donnent un angle d'attaque à cette question contemporaine tout à fait spéciale, le fil rouge dont je disais. Parce que lorsqu'il écrivait, en cette année, il nous a fait des importants cadeaux qui l'ont imposé tout de suite dans les débats internationaux, des livres qui sont des monuments, et si je m'adresse aux étudiants de l'école doctorale, d'un point de vue de la capacité de maîtriser des problématiques à une échelle différente, des grandes questions qui traversent un siècle et une étude monographique. Donc des échelles, comme un architecte qui doit construire un bâtiment ou qui doit projeter une ville. Donc au niveau du travail de Picon, c'est ça, c'est aussi des questions complètement différentes comme échelle de la recherche. Et les architectes et les ingénieurs des siècles des Lumières, donc c'est les livres dans lesquels Antoine a voulu tester la crise de la discipline de l'architecture à l'aube de l'invasion du calcul des mathématiciennes qui glissent dans le monde des ingénieurs et les ingénieurs qui remettent en discussion les principes, les fondements de la théorie architecturale. Donc une crise importante qu'il a explorée et qui probablement il lui a donné des outils pour regarder j'emploie le mot crise, mais même en sens positif, la crise actuelle de l'orientation théorique, des principes théoriques et culturels de l'architecture. Et toujours en 1988, l'autre monument, une monographie sous Claude Perrault, ou La curiosité d'un classique, comme il a écrit. Et le choix de Claude Perrault est aussi significatif et très, je pense, très autobiographique. Pas un architecte dans le sens conventionnel du terme, pas Mansart, mais un médecin, un savant, une personnalité du monde de l'Académie des sciences qui s'intéresse à la médecine, qui fait des exercices sur le frottement, sur la réaction de la chaux et qui s'intéresse au Vitruve, qui connaît le latin, qui fait de l'architecture. Donc, par au hasard, il s'est intéressé à cette personnalité. Et il a trouvé dans les titres les justes mots, la curiosité de cette personnalité. Et je pense que lorsqu'il était en train de faire ce profil magnifique d'un point de vue de la monographie, dans quelque façon, il était même en train de dessiner secrètement son autoportrait, parce que lui aussi a cette formation un peu à la Claude Perrault. Lui aussi est caractérisé par cette intense curiosité et comme vous verrez, il est un grand savant. Donc, au nom de l'école doctorale et de la section d'architecture, je te remercie beaucoup pour avoir accepté d'être encore une fois chez nous et je te donne la parole. Merci Roberto. Pardonne-moi, c'était formidable. Merci beaucoup Roberto, c'est vraiment trop gentil. Oui, il ne faut pas que j'oublie le micro. Oui. J'appuie sur le bouton. Le temps qu'on mette la technique en place. C'est bon, vous m'entendez? Bien, je voudrais tout d'abord remercier Roberto, Céline Cobel, toute l'équipe qui a fait de ce voyage et de ce séjour ici quelque chose de tout à fait agréable. Alors, il y a bien des façons d'envisager la construction et son histoire. Et à Lausanne, comme vous le savez tous, l'histoire de la construction a la chance de posséder deux éminents représentants avec les professeurs Roberto Gargiani et Franz Graf. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est présenter un type d'approche qui est à la fois différent et complémentaire, je l'espère, de celles qui sont développées ici. Alors, deux fils conducteurs vont orienter ma présentation. Le premier, qui donne son titre à cette conférence, c'est l'idée que la construction fait partie intégrante de la culture, et de la culture en un sens assez large, presque anthropologique, tout comme l'architecture, et qu'en fait la construction offre un des moyens de relier architecture et culture. Alors le deuxième fil conducteur, et ça je pense que je ne suis pas le seul à le penser, c'est que les relations entre construction et architecture sont loin d'être simples. C'est cette complexité parfois paradoxale, et je vais revenir un peu plus loin sur les effets un peu paradoxaux, qu'il s'agit de comprendre,
Et pour moi, cette complexité permet de mieux approcher certains aspects fondamentaux de la discipline architecturale. Alors, ces deux lignes directrices, je voudrais essayer de les tisser ensemble ce soir, elles permettent, selon moi, de réconcilier ce que j'appellerais des perspectives externalistes et internalistes. Je m'explique. Il y a, grosso modo, deux façons d'envisager l'histoire au sein d'une école d'architecture. L'une est de privilégier l'histoire des relations entre l'architecture, la société et la culture de son temps. Et l'autre est de chercher plutôt à contribuer, alors il s'agit bien sûr d'accent, pas on ne fait jamais qu'une chose ou que l'autre, mais l'autre est de plutôt chercher à contribuer à une meilleure compréhension de la discipline architecturale par ceux qui la pratiquent. Alors c'est une question qui ne se pose pas seulement d'ailleurs en histoire de l'architecture. L'histoire des sciences a aussi connu des débats assez compliqués entre les externalistes qui pensaient que finalement le but de l'histoire des sciences était de replacer la science dans la culture de son temps, et ceux qui pensaient qu'en fait il s'agissait d'expliquer la science notamment à ceux qui la pratiquent. Alors c'est une approche, donc c'est une question qui ne se pose pas seulement en histoire de l'architecture, mais en histoire de l'architecture, ces approches s'accompagnent de problèmes symétriques. Le risque, si on s'intéresse trop finalement à la culture et pas assez à l'architecture, à la construction, c'est de ne pas concerner véritablement les architectes. Et le risque symétrique, c'est de ne concerner que les architectes. Or, l'histoire de l'architecture et la construction doit être à la fois en dialogue avec l'histoire, au sens plus général, et avec l'architecture. Donc c'est un peu pour moi... La façon d'essayer d'être à la fois externe et interne, consiste à, pour moi, envisager la construction à la fois comme une pratique culturelle reliée à d'autres pratiques culturelles et comme une dimension qui renvoie à des questions fondamentales de la discipline architecturale. Alors c'est globalement un peu la perspective dans laquelle j'ai essayé de me situer. Alors, comme j'ai un peu l'esprit de l'escalier, j'ai mis le plan. Et alors le plan que j'ai adopté est le suivant. Dans une première partie, je vais essayer d'explorer le sens concret que l'on peut donner à l'idée que la construction fait partie intégrante de la culture d'une époque, de la culture matérielle, mais aussi au-delà de la culture en un sens plus général. Et évidemment, j'ai appelé ça construction et culture. Alors, une seconde partie va porter sur quelque chose qui me semble assez fondamental dans ces histoires de construction et d'architecture, c'est comment, d'un côté, la construction est très proche du discours, et que l'architecture aussi d'ailleurs, et que construction et architecture semblent toujours presque sur le point de parler, de tenir un discours, donc on serait plutôt du côté du concept, et comment en même temps elle renvoie à un univers de sensations et d'émotions d'un caractère presque prélinguistique. Alors c'est ce que j'ai appelé affect, en référence à Gilles Deleuze et aussi beaucoup à son usage par pas mal de designers contemporains, notamment dans le champ du numérique. Si j'ai l'occasion, j'y reviendrai. Alors ensuite, je passerai quand même plus résolument du côté de ces histoires de complexité, et avec l'idée que la relation entre architecture et construction n'est pas toujours absolument évidente, que l'architecture n'est pas l'ornement de la construction forcément, ni la construction la vérité de l'architecture. Que parfois d'ailleurs l'architecture exprime mieux la construction en mentant qu'en étant vraie au sens des ingénieurs, d'où ce titre, vérité ou fiction constructive, que j'ai utilisé. Alors avec cette idée de fiction qui pour moi est assez essentielle, c'est que la construction n'est pas forcément une vérité de l'architecture au sens scientifique, c'est une vérité qui emprunte souvent le détour de la fiction. Alors la question étant au fond quand même toujours la question de l'expression architecturale. Et puis je terminerai par la discussion de choses qui se passe aujourd'hui, notamment l'idée qu'on serait peut-être dans une période de crise, en tout cas d'incertitude, des questions liées à la tectonique. En d'autres termes, la construction qui était l'un des principes de lisibilité des édifices. Aujourd'hui, on est dans une période où le message tend souvent à se brouiller. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Une partie de mon intérêt pour l'ornement, d'ailleurs, s'est développée à partir du constat de ces effets de brouillage et qu'il y avait parfois plus de clarté dans le rapport de l'architecture à l'ornement aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle l'ornement, que dans le rapport à la structure, à la tectonique. Et puis ça me mènera à une conclusion sur l'idée de nouveaux récits en architecture. Alors, peut-être que pour moi la leçon essentielle, alors c'est peut-être, c'est que de la construction, c'est quand même curieusement
alors que souvent on veut en faire la base totalement objective de l'architecture, c'est l'idée d'un dépassement de la vérité objective en direction de la fiction et puis de la poétique, employons ce mot-là. Et c'est là, à mon sens, où la construction et son histoire jouent un rôle essentiel. D'autant plus essentiel aujourd'hui qu'on est quand même dans une période marquée par le risque d'un nouveau positivisme, ne serait-ce qu'à cause de toutes les injonctions, risque d'un nouveau positivisme lié par exemple à certaines interprétations du numérique. Heureusement, elles sont loin d'être toutes de ce genre, mais l'idée finalement qu'il y aurait une espèce d'objectivité absolue dans le numérique, ou encore plus insidieux et probablement plus dangereux aujourd'hui, il va falloir que j'essaye de ne pas perdre cette chose, les questions liées à la durabilité. Et à quel point l'un des problèmes aujourd'hui qu'on a de plus en plus, c'est que pas mal de gens demandent aux architectes « aidez-nous à sauver le monde », et via ces questions de durabilité, etc. Et qu'il y a toujours le risque quand même d'oublier que l'architecte n'est pas uniquement un homme qui apporte des solutions, c'est un homme qui pose au moins autant de questions qu'il apporte des solutions. Donc, et avec donc cette idée de fiction, il se trouve que la semaine dernière, c'est ma période suisse, ces derniers temps, il semblerait, j'étais chez Grammatio et Kohler, dans l'autre école polytechnique, et je me disais finalement, je défendais l'idée, et si la robotisation dont on nous parle tant était au fond une forme de fiction ? Il n'est pas évident qu'on verra un jour des tas de robots, pour des raisons diverses, construire systématiquement les édifices à grande échelle, mais par contre, c'est une fiction riche d'implications qui force à repenser ce que c'est que la conception architecturale. Donc voilà un peu, grosso modo, ce que je voudrais essayer de faire avec vous ce soir, et je vais vérifier l'heure, ça va. Bien. Alors commençons par construction et culture. Alors encore une fois, la construction est souvent perçue comme quelque chose de totalement objectif, fondé sur des lois naturelles, etc., etc. Il ne s'agit pas de nier ça, mais de faire observer que dès qu'on commence à s'intéresser aux problèmes constructifs, toute une série de problèmes culturels, parfois assez compliqués, émergent. Pourquoi ? Parce que la construction est rattachée par des tas de biais et de fils, etc., à la culture de la société et du temps dans lequel elle est mobilisée. Et que, bien entendu, alors, évidemment, le lien le plus fort par lequel la construction se rattache à la culture, c'est quand même via ce qu'on appelle souvent les systèmes techniques. Et il est nécessaire de replacer la construction dans la compréhension, disons, des systèmes techniques un peu plus généraux. On ne comprend pas, par exemple, l'usage du balloon frame américain et en général des techniques de préfabrication aussi de légères américaines, sans comprendre toute une série d'aspects technologiques de l'Amérique. Mais en allant un petit peu plus loin que cette dépendance assez immédiate de la construction à la culture technologique assez générale d'une époque, on voit émerger des tas de problèmes assez intéressants. Par exemple, le fait que les anciens Égyptiens n'ont pas utilisé la voûte dans leur temple en pierre, ce qui fait que pendant longtemps, d'ailleurs, pendant tout le 19e, on a écrit une histoire de l'architecture dans laquelle la voûte commençait réellement avec les Romains. Mais comme Choisy en fait l'expérience à la fin du XIXe siècle en étudiant les entrepôts en terre des Égyptiens, en fait, les Égyptiens utilisaient la voûte pour les édifices utilitaires. Donc, essayer de comprendre à quoi correspondent finalement des choix constructifs qui sont et des façons de spécifier les choix constructifs qui ne sont pas du tout les nôtres, renvoie probablement à des questions de culture assez compliquées. Dans le genre également, je vous suggère de réfléchir aussi pourquoi, lorsque les Français en général ont une sainte horreur des fermes courbes pour les gares. Il y a quelques exemples en France, mais à peu près toutes les grandes gares françaises essayent de couvrir en utilisant des fermes à la Polonceau. Et pourquoi, par contre, les Anglais et les Américains, par exemple, le monde anglo-saxon en général, utilisent assez systématiquement la ferme courbe et jamais la ferme à la Polonceau. Alors, si la question vous intéresse, je pense que ça a probablement à voir avec l'obsession d'avoir encore un toit à deux pentes chez les Français qui serait plus commensurable avec l'architecture, mais là on est très clairement face à un choix structurel qui est directement lié à des questions de rapport entre ingénierie et architecture et plus globalement à des questions culturelles. Alors, je pourrais prendre bien d'autres exemples, par exemple le bardage chez les Américains et toute la pratique finalement, la conception de la construction comme bardage est quelque chose enraciné dans des motivations assez
profonde. Alors, il y a des choses qui sont parfois faciles à comprendre. Là, si ça vous amuse, je pourrais vous donner une explication relativement complète de pourquoi, à mon sens, les Français et les Anglais font des choses différentes. Il y a des choses sur lesquelles, quand même, on bute un peu plus. Par exemple, on a beau avoir vraiment à cœur l'histoire de la précontrainte. Ça, c'est un des premiers ponts précontraints du monde en Pologne, construit pendant la période nazie. Bon, on va pas... Une fois qu'on dépasse le fait qu'on passe plus en arc parce que c'est de la précontrainte, on est quand même un peu embêté pour déchiffrer ce type de choses. Alors je dirais qu'il y a un certain nombre de choses, lorsqu'on s'aventure sur la voie d'une explication culturelle de la construction, il y a quand même des objets plus résistants que d'autres. Et le béton est encore un domaine dans lequel il reste beaucoup de choses à faire. Mais en même temps, il y a des choses tout à fait intéressantes et qui permettent d'avancer là encore sur la voie d'une compréhension un peu plus culturelle des enjeux liés à la construction. Par exemple, il y a eu pas mal d'études sur les premières constructions en béton armé, le lien qu'elles ont avec la photographie, et via la photographie avec l'idée d'une espèce de nouvelle objectivité impartie aux constructions. Et on a notamment pas mal fait remarquer, cette création dans le style indien est en fait un modèle d'Enbique en béton armé près du Caire. Et en fait, c'est photographié comme peu de temps après, les villas modernes vont l'être. Et on comprend mieux comment, autour du béton, se tisse tout un rapport à une espèce de regard, de nouveau regard sur ce qui fait que les objets sont des objets et qui va déboucher sur la modernité. Et d'une certaine façon, les silos de Le Corbusier marquent aussi qu'il corrige entre la version originale de Behrens et la version qu'il publie dans Vers une architecture. On comprend bien comment un matériau et un mode constructif peut être lié à un certain moment à une rééducation du regard qui elle-même est liée à une façon dont on commence à concevoir et conceptualiser les objets construits de façon différente. Alors on peut être encore plus ambitieux, et il y a des moments dans l'histoire de la construction qui s'y prêtent très bien. Par exemple, le Crystal Palace frappe d'emblée les contemporains parce que pour la première fois, et Ruskin lui-même le déclare, on peut faire tenir le monde tout entier dans un bâtiment. Du coup, le rapport entre le monde et la technologie s'inverse par la grâce d'un système constructif. Et il est d'ailleurs assez intéressant que le philosophe Peter Sloterdijk aujourd'hui raconte exactement la même chose que Ruskin en prenant à nouveau l'exemple du Crystal Palace comme le moment où du grand renversement où la planète devient un intérieur. Donc on peut s'amuser à ce genre de choses. On peut aussi avoir un regard de nature plus anthropologique, ce qu'a essayé constamment de faire Zemper, lorsque par exemple Zemper relie avec l'hypothèse que finalement les formes construites renvoient à un univers de sensibilité, de codes plastiques, esthétiques et sociaux qui circulent d'un domaine à l'autre. Alors c'est probablement à cause de ma chevelure abondante, mais j'aime beaucoup ce parallèle entre le chapiteau égyptien et la coiffure des égyptiennes tiré de Zemper. Une chose à noter, les approches anthropologiques ont été beaucoup développées à propos du vernaculaire. On ne manque pas de démonstrations parfois très brillantes sur les modes de construction vernaculaire et leur lien avec la culture des sociétés qui les mettent au point. On est finalement, je dirais, une espèce d'approche anthropologique de la construction un peu sophistiquée reste dans une large mesure à faire. Donc ça, c'est un peu étonnant. Alors, il y a une autre façon encore de procéder, c'est une des façons qui, moi, m'a intéressé beaucoup dans cette quête finalement des liens entre construction et culture, c'est celle d'une approche un peu épistémologique de quelques-unes des notions clés et des concepts clés de la construction pour essayer de révéler comment leur signification est en fait à la fois historiquement et culturellement déterminée. Alors un premier exemple qui, pour moi, c'est la notion de matériaux. Lorsqu'on pense matériaux, on a l'impression toujours que les matériaux sont donnés par la nature, point à la ligne, et même lorsqu'ils sont produits artificiellement comme les plastiques ou le béton, ça reste quand même encore quelque chose qui dépend de la nature. Mais en fait, lorsqu'on commence à gratter un peu, on se rend compte que la notion de matériaux a connu au cours des siècles des variations tout à fait singulières. Grosso modo, ça c'est le convertisseur Bessemer, c'est pour faire de l'acier au début, enfin vers le milieu du 19e siècle, avant le four Siemens. Et ça va de pair, la vision du matériau à l'époque industrielle, ça va être beaucoup, le matériau c'est moins structurel que la structure.
par définition, d'une certaine façon. C'est quelque chose d'un peu plus homogène, etc. Et donc, matériaux s'oppose à structure, plutôt. Si on remonte dans le temps, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. C'est un exemple qui m'a toujours fasciné. C'est un collègue à moi qui un jour s'est demandé qu'est-ce que c'était que ces curieux joints qu'on voyait dans les murs des maisons nantaises du XVIIe, XVIIIe siècle. Puis il a fini par découvrir qu'en fait c'était des os de bœufs. C'est que dès qu'on tuait une vache dans la région nantaise, on récupérait les os du pied pour s'en servir comme joint, tenon. Bon, pardon, là c'est... mon texte était en anglais au départ, enfin celui-là, j'ai un peu de difficulté. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit cette histoire? Ça nous dit une chose, c'est qu'en fait, jusqu'à la première révolution industrielle, la distinction entre inorganique et organique, la distinction entre matériaux et structures était beaucoup plus poreuse que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et que l'idée que les matériaux soient moins organisés que les structures n'était pas du tout une idée évidente, alors que ça devient une idée relativement évidente à l'époque industrielle. Et finalement, dans ce monde pré-industriel, des os de bœuf, c'est un matériau comme les autres. Alors, une chose à noter, c'est qu'aujourd'hui, on revient probablement à une conception beaucoup plus brouillée de ce que c'est qu'un matériau, et notamment avec les matériaux composites, les matériaux intelligents, etc. Il n'y a plus d'opposition aussi tranchée qu'on a pu le connaître au XIXe siècle entre matériaux et structures. Et du coup, on se rend compte qu'une notion comme la notion de matériaux a connu quand même des changements tout à fait importants. Alors, autre chose à noter, c'est que, encore une fois, comment construit-on socialement un matériau? Un bon exemple, c'est le béton armé. Lorsqu'on revient un peu dans le temps, on se rend compte que lorsque les premiers systèmes de béton armé apparaissent, personne ne pense vraiment que le béton armé est un matériau. C'est en fait une structure. Et il faudra un intense travail de normalisation à peu près dans tous les pays, et à peu près en Allemagne et en France en tout cas, ça se passe autour de 1905, où on finit par normaliser suffisamment la position des armatures, leur taille, les techniques, etc., pour qu'on puisse considérer le béton armé comme un matériau. Ce qui veut dire une chose, c'est que notre notion de matériau, elle va de pair avec des tests, des standards, etc. Toute une série de choses qui permettent de parler d'un matériau, mais un matériau, il est au moins autant donné par des négociations sociales que par la nature. Alors, on peut faire des analyses, à mon sens, assez semblables sur la notion de structure. Et c'est une des choses que je voudrais proposer demain, c'est d'essayer de montrer qu'en fait, la notion moderne de structure, avant le XVIIIe siècle, elle n'a pas forcément le sens qu'on pourrait croire. C'est pas du tout évident de parler de structure. Ceci pour plein de raisons. La première, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, on a par exemple une notion de solidité qui est assez différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'un théoricien de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe siècle en France peut vous écrire qu'une église gothique n'est pas solide, ça renvoie à un univers très très différent dans lequel on juge les édifices. La performance structurelle ne suffit pas à assurer la solidité d'un édifice. Pour qu'un édifice soit solide, il faut qu'il ait l'air solide. Et du coup, on se rend compte que les systèmes d'alliance entre la résistance finalement aux efforts, etc., et les codes visuels sont extrêmement différents d'une époque à une autre, et que du coup, la notion de structure telle qu'on la connaît, qui est censée justement relier très très fortement ce qu'on voit et la solidité au sens mécanique, ça marche pas dans des périodes antérieures. Ce qui s'introduit aussi au XVIIIe siècle, c'est ce que j'appellerais une espèce de modèle fluidique des efforts, c'est-à-dire l'idée que les efforts s'écoulent comme des fluides à l'intérieur de la matière, ce qui permet d'ailleurs de mieux comprendre pourquoi en fait Cauchy, lorsqu'il va donner les premières lois de la mécanique des milieux continus, va en fait utiliser les techniques de calcul de l'air pour les fluides parfaits. En fait, il y a tout un espèce d'imaginaire fluidique qui contribue à la naissance de la notion de structure moderne. Donc tout ça, pour conclure cette première partie, les liens entre construction et culture sont extrêmement nombreux. On peut les envisager en partant du plus simple, en s'intéressant déjà à la façon dont la construction fait partie des systèmes technologiques d'une époque et eux-mêmes se renvoyant à la culture plus générale d'une époque. Et on peut aller dans des choses
peut-être plus compliqué dans des questions anthropologiques, dans aussi une espèce de déconstruction de notions qu'on pourrait croire stables à tout jamais. D'ailleurs, de ce point de vue, l'étude du vocabulaire est aussi assez intéressante. Lorsque les Français voient des poutres, ils voient pas la même chose que les Anglais qui voient des beams ou des trusses. Et en fait, le vocabulaire de la construction renvoie des fois aussi à des constructions et à des modes de lecture très différents. Alors j'en viens maintenant à ma deuxième partie, donc, du concept à l'affect. Parce que tout ce que je viens de dire de la construction est peut-être pas au cœur de sa relation avec l'architecture. Ce qui me semble plus frappant, c'est l'espèce de tension qu'il y a dans la construction entre deux aspects qui sont a priori complètement irréconciliables. D'un côté, la construction renvoie à des aspects très intellectuels, je vais y revenir dans un instant, et puis de l'autre côté, à des aspects parfaitement sensibles. Alors, aspect très intellectuel, il y a depuis le XIXe siècle, par exemple, toute une série de gens qui ont essayé de penser le gothique en relation avec une pensée rationnelle, une pensée de type à la fois philosophique, etc. Ça, c'est Viollet-le-Duc, par exemple. C'est pas un hasard s'il explique qu'il donne au titre de son principal ouvrage Dictionnaire raisonné de l'architecture française. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde les trois personnages, vous avez un clerc qui normalement est censé être l'homme qui enseigne, puis vous avez un chevalier, et puis au milieu, vous avez l'architecte qui enseigne aux deux. Donc c'est en fait l'architecture est presque supérieure d'une certaine façon à la philosophie, etc. Alors ça c'est une tentation qui va rester très longtemps. Une de ses manifestations les plus célèbres, c'est Panofsky dans Architecture gothique et pensée scolastique, dans laquelle Panofsky va tenter de mettre en relation la façon dont le gothique est articulé et la façon dont le raisonnement scolastique se déploie. Alors évidemment, on a beaucoup critiqué Panofsky, effectivement, sa compréhension d'une part du gothique est quand même un peu simplificatrice par rapport à l'extrême diversité des structures gothiques, etc., etc. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que par exemple Bourdieu a préfacé Panofsky comme quand même une grande œuvre de la pensée, donc c'est quand même une tentation qui a connu une certaine postérité. Ce qui me semble tout aussi intéressant maintenant, c'est de noter à quel point la construction, c'est depuis toujours une source sans cesse renouvelée de métaphores qui ont des liens avec la philosophie, qui ont des liens avec la pensée abstraite, etc. Un exemple, la voûte. La voûte a suscité toute une série de commentaires sur la façon dont, à travers la voûte, on pouvait comprendre des problèmes parfois compliqués. Chez Kleist, par exemple, il y a une lettre de Kleist dans laquelle il explique à quel point la voûte permet de comprendre comment des choses contradictoires s'entreépaulent l'une l'autre. Et bien avant ça, chez Charles Perrault, le frère de Claude, Charles Perrault écrit dans un manuscrit resté longtemps inédit que la voûte les voussoirs d'une voûte lui fait penser au mystère de la religion chrétienne. C'est finalement, de même qu'une voûte est stabilisée par la tendance de chaque pierre à tomber, de même les mystères de la religion chrétienne sont tellement absurdes a priori qu'ensemble ils s'entreépaulent et créent le plus bel édifice du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il y a dans la construction toujours l'impression de quelque chose qui n'est pas loin de l'univers de l'intelligibilité. Et ça nous renvoie à nouveau à cette espèce d'idée de raisonner qu'il y a chez Viollet-le-Duc. Il y a dans la construction quelque chose qui semble presque sur le point de parler, de nous tenir un discours rationnel, ordonné, etc. Mettre en œuvre les masses, c'est mettre aussi en œuvre des raisons. C'est ce que pense au fond Viollet-le-Duc. Et il y a cette espèce d'aspect qui est très très fort dans la construction, et qui est en fait à l'origine de l'espèce de jeu de fascination et de miroir entre architecture et philosophie. Lorsqu'en général les philosophes s'intéressent à l'architecture, c'est en fait ils s'intéressent à la construction, la voûte, etc. Et vice-versa, souvent, ce sont les dispositifs tectoniques qui permettent aux architectes parfois de conceptualiser certaines choses. Alors d'où d'ailleurs on pourrait se demander quid du porte-à-faux. Le porte-à-faux est une des figures fondamentales de l'architecture du XXe siècle, et à quoi se relie-t-il ? En tout cas, c'est quelque chose qui, encore une fois, semble flirter avec les concepts. Ça semble flirter avec les concepts, et on pourrait multiplier les exemples. Alors moi-même, on pourrait multiplier les exemples.
J'ai essayé moi-même, par exemple, de relier la fascination de l'idée, par exemple, au XVIIIe siècle, qu'il faudrait revenir, au lieu d'avoir des arcades, revenir à une opposition claire entre le linteau et la colonne, qui donne naissance à une série d'édifices assez étranges dans lesquels on fait porter des voûtes sur des linteaux, eux-mêmes portés par des colonnes isolées, ce qui est d'une certaine façon une absurdité constructive, mais je passe là-dessus. Et en fait, j'ai essayé de montrer comment ça a des liens avec la pensée analytique du XVIIIe siècle et l'idée de décomposer les raisons rationnellement, et notamment avec les liens avec l'analyse des idées. Donc je vais passer là-dessus rapidement. Pour ceux qui suivront le séminaire demain, vous aurez une version très circonstanciée de ce type de problème. Mais on peut en fait prendre toute une série d'épisodes finalement de l'histoire de la construction et de la tectonique, ont des liens quand même avec une histoire des concepts et des idées et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que probablement, encore une fois, quand nous assemblons des masses, c'était l'hypothèse de Panofsky, mais qui est peut-être pas si déraisonnable au fond, ça a tout de même des liens avec la façon dont nous raisonnons au sein d'une culture et d'une époque donnée. Du coup, d'ailleurs, on peut relier aussi plein de choses au XXe siècle avec des courants de pensée et des problèmes abstraits. Par exemple, si on prend Darcy Thompson, l'une des raisons pour lesquelles on a lu Darcy Thompson tout au long du XXe siècle chez les ingénieurs, c'est que ça semblait offrir la possibilité de réconcilier structure et dynamisme, structure et croissance. De façon similaire, pas mal de recherches structurelles des années 50-60 sont marquées par la recherche, ce qu'on appelle les patterns en anglais, et en fait avec des liens assez forts avec des questions philosophiques et scientifiques. Ça, c'est une illustration tirée du bouquin de Georgi Kepes sur la structure d'ailleurs dans les arts et dans les sciences. Donc, on voit bien ces choses. Donc, vous avez d'un côté toutes ces choses qui semblent pointer en direction d'une espèce de conceptualisation possible, encore une fois, comme si l'architecture était presque sur le point de parler. Alors d'un autre côté, et c'est ça peut-être le plus grand paradoxe dans cette affaire, la construction renvoie à quelque chose d'exactement inverse, qui est une espèce de sensation presque primitive du corps, des efforts, etc., quelque chose de très phénoménologique. Et là, j'aurais cité, enfin, l'homme qui avait conçu ça c'est un des tests de l'hippodrome de Lazare-Zuela de Torora, et Torora explique que 20 serait l'entreprise de quelqu'un en tant qu'ingénieur et dessinateur de structure qui entreprendrait de concevoir quelque chose sans ressentir le jeu des efforts jusque dans la moelle de ses os. Et en fait, il y a dans la construction quelque chose qui renvoie à des espèces de perceptions très, on pourrait dire primitives, prélinguistiques, etc. Alors évidemment, la seule différence probablement que j'aurai avec Torora, c'est qu'en fait, lorsque nous croyons être dans le primitif, etc., nous sommes souvent déjà dans le construit social. C'est que notre corps, en fait, une partie, bien sûr, 2 oreilles, 2 yeux, dans la plupart des cas, est donnée par la nature, mais beaucoup de choses que nous comprenons à propos de notre corps sont en fait des construits sociaux. Notre corps est un lieu où le naturel et le social se rencontrent. Et du coup, il conviendrait de se demander ce que tout ce vocabulaire héroïque du porte-à-faux et de l'ingénierie du XXe siècle doit, une espèce de corps héroïsé de la modernité. Là, c'est l'ingénieur selon Norman Rockwell. Finalement, la civilisation du porte-à-faux, c'est aussi finalement cette espèce de désir d'un corps en tension, d'un corps héroïsé qui va traverser toute une partie de la modernité. Alors, derrière ça, il me semble qu'il y a une ligne aussi qui me semble tout à fait importante, qui est de comprendre finalement, non seulement d'un côté, comment finalement la construction peut renvoyer à des modes d'intelligibilité qui parfois sont presque philosophiques, donc ça c'est un côté, mais de l'autre côté, à la façon dont nous percevons notre corps, en étant conscients du fait que nous percevons notre corps de façon différente d'une génération à l'autre, d'une société à l'autre, etc. Et donc il faut tenir finalement ces deux questions qui pour moi sont au cœur de cette approche un peu culturelle de l'architecture. Du coup, d'ailleurs, pour moi, la vraie question aujourd'hui, et la question tectonique pour moi, elle est directement liée à qu'est-il en train d'arriver à notre corps dans un univers de plus en plus saturé de numérique,
et en quoi cela modifie-t-il finalement ce que nous comprenons de la gravité, ce que nous comprenons de toute une série de phénomènes. Et pour moi, je vais y revenir sur cette idée de crise de la tectonique, la crise actuelle des modes de lisibilité tectonique, l'espèce de désir un peu de complexité qui se fait jour, à avoir avec de nouvelles façons de comprendre le corps et son fonctionnement, de comprendre comment le corps s'insère dans son environnement, avec cette espèce de fascination que nous avons pour la multiplicité, pour les réseaux, ça c'est des synapses, cette espèce de vision assez différente. On est finalement une espèce d'antithèse du corps héroïque de la modernité complètement distinct de son environnement. Là, on est dans un corps réseau beaucoup plus compliqué. Donc, il me semble que ça, c'est des questions qui restent à élucider. Pourquoi ça m'intéresse ces choses-là, finalement, en revenant à l'architecture? Parce que l'un des mystères, pour moi, toujours de l'architecture, c'est quand même assez étonnant à quel point l'architecture paraît toujours aux yeux du grand public, souvent comme un art plutôt intello. C'est un art qu'on ne comprend pas toujours. C'est un art plutôt intello et on se dit, l'architecte, a priori, on se dit, ça doit être un type intelligent qui sait lire et écrire, etc. Alors qu'on n'a pas forcément cette vision d'autres arts. Pourquoi? Parce que l'architecture, bizarrement, a un espèce de rapport avec la connaissance, avec l'idée qu'il y aurait quelque chose à savoir, que ça a un rapport avec l'encyclopédisme, ça a un rapport avec la science, enfin toutes ces espèces de choses un peu curieuses. Derrière ça, pour moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'architecture semble toujours sur le point de parler. Évidemment, elle ne parle pas, parce que sinon, ça sera un discours. Mais elle semble toujours sur le point de nous dire quelque chose qui sera un discours articulé. Et la construction est une des formes prises par cette capacité de l'architecture à être sur le point de parler. Mais évidemment, ce qui fait l'architecture aussi, c'est qu'elle ne parle pas, et que l'architecture, c'est aussi l'art qui a le plus à voir avec le corps, avec la perception des ambiances, avec les choses les plus antithétiques au discours, avec l'opacité de la matière. Et je dirais, là aussi, on retrouve la construction. Et pour moi, ce qui est intéressant quand même, ultimement, dans la question de la relation entre la construction et l'architecture, c'est peut-être que la construction permet de comprendre certaines choses très fondamentales de l'architecture. Encore une fois, comment ça peut être en même temps l'art qui semble le plus sur le point de parler parmi les arts plastiques, et en même temps l'art le plus éloigné finalement des combinaisons langagières, parce que c'est l'opacité de la matière qui ultimement prévaut. Ça va jusqu'à présent? Je n'ai perdu personne. J'en arrive à mon point suivant, qui est toujours en essayant d'approfondir cette relation à l'architecture. Vous voyez, je glisse progressivement vers l'architecture. Ce qui se complique encore maintenant, déjà c'est un petit peu compliqué, mais ce qui se complique encore plus, c'est que lorsqu'on commence à se rendre compte que les relations entre l'architecture et la construction ne sont pas gouvernées par l'idée que Viollet-le-Duc et d'autres ont longtemps essayé de véhiculer, que la construction c'était la raison de l'architecture. En fait, il se passe des tas de choses bizarres dans le rapport entre architecture et construction. Un de mes exemples favoris, c'est le Wainwright Building de Sullivan, qui est probablement l'un des exemples les plus achevés avec le Guarantee Building de Buffalo, du traitement rythmique de la façade lié à l'armature en acier. C'est assez admirable et on sent bien l'espèce de staccato nerveux du monde industriel et de la structure acier. Donc ceci est l'expression finalement architecturale de cela. Le seul problème, c'est que si on regarde dans les détails, un pilier sur deux n'a pas d'acier dans le Wainwright. Mais c'est encore mieux d'ailleurs, que c'est finalement mieux d'avoir quand même trop de piliers, parce que ça donne une idée plus juste au fond, plus sensiblement juste, de l'espèce de nervosité du monde de la machine, de la répétition, de l'acier, etc. Alors que si vous enlevez une colonne sur deux, le truc se relâche. Et du coup, vous vous rendez compte que la meilleure façon finalement d'être fidèle à ce qui est l'esprit de la technologie, c'est de mentir. En tout cas, si on est un rationaliste, c'est vraiment pas bien d'avoir un pilier sur deux traité comme l'autre dans lequel il n'y a pas d'acier. Donc c'est vraiment pas bien. Du coup, vous commencez à comprendre l'infinie perversité, et ça je suis sûr que Roberto, qui a beaucoup sévi sur la colonne et le linteau, des colonnes suspendues de l'os, et finalement toute la complexité de ce rapport entre l'architecture et la construction, où la construction n'est pas forcément la vérité de l'architecture, ni l'architecture, la construction ornée, c'est plus compliqué que ça. Où il y a
toutes sortes de distorsions, avec évidemment ce qui n'est pas forcément, il vaut mieux être Adolphe Loos pour s'amuser à suspendre les colonnes, c'est en général pas recommandé, donc ceci n'est pas un plaidoyer pour l'irrationalisme complet, mais simplement de comprendre à quel point les choses sont compliquées, avec d'ailleurs des espèces d'angoisse presque éthique et épistémologique derrière ça. Alors d'ailleurs, bon, on a longtemps considéré que le rapport entre architecture et construction était d'ordre éthique, et c'est la fameuse vérité et le mensonge constructif qui, depuis Viollet-le-Duc, hante les mânes de la modernité. Mais il y a aussi l'idée d'erreur. Et du coup, vérité ou erreur, et du coup, on se rend compte que c'est aussi un débat sur la connaissance. Et c'est pas uniquement un débat sur la morale. Du coup, ça permet de mieux comprendre ce que le courant soi-disant déconstructionniste a entrepris de faire. Il est assez frappant, d'ailleurs, dans les liens avec la philosophie, il est assez frappant de voir que Derrida déconstruit en référence, que Eisenman déconstruit en référence à Derrida, mais en référence surtout à cette espèce d'exploration, finalement, du vertige qui vous saisit dès que vous essayez de savoir vraiment ce qu'on fait lorsqu'on articule architecture et construction. Du coup, on en arrive quand même un peu à l'idée que qu'est-ce que fait l'architecture ? Elle fabrique une fiction à partir de la construction, une fiction qui parfois peut être un roman réaliste, et parfois peut-être un conte de fées. Mais il y a toujours cette espèce de dimension fictionnelle, ne serait-ce que parce qu'il s'agit de dramatiser, d'exprimer, etc. Alors on peut aller plus loin et considérer qu'au fond, il y a des tas de choses qui ont peut-être un caractère plus fictionnel qu'il peut y paraître. Dans un article que j'ai publié dans un des épais volumes que produit cette maison, en l'occurrence dirigée par le professeur Graff, j'ai émis l'idée que, et si l'industrialisation n'avait jamais été qu'un roman ? Une épopée de l'architecture du XXe siècle, alors évidemment avec ses moments glorieux et enthousiasmants comme ici sur ce chantier de Lodz, mais avec ces moments aussi presque rigolos et burlesques. Enfin, lorsque, par exemple, Buckminster Fuller envisage de couvrir la Terre de tours d'imaction, et avec comme moyen le plus simple d'y parvenir, de les amener en dirigeable, de jeter une bombe pour faire un petit cratère, et ensuite de planter la tour comme une plante au fond du cratère, vous vous rendez compte qu'en fait, et le système d'imaction est par ailleurs intéressant d'un point de vue structurel, mais vous vous rendez compte, en fait, la fiction pénètre toute une série d'aspects. Bien. J'avance et je vous rassure, j'arrive progressivement vers la fin de cet exposé. Je voulais maintenant essayer d'évoquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, avec l'idée justement d'une crise de la tectonique. Alors, il y a mille et une façons de définir la tectonique. Je la définirais personnellement comme le moment où, disons, la façon dont la construction essaye de devenir finalement un guide pour l'architecture, la mise en espace, les rythmes des espaces, etc. Donc cette espèce de moment où la construction tente de devenir architecture. Et vice-versa, où l'architecture essaye de manifester son essence constructive. D'une certaine façon, mon hypothèse, c'est que Roberto ne s'occupe fondamentalement que de tectonique. On pourra en discuter. Bien. Alors, ce qui est vrai, c'est que pendant longtemps, nous avons vécu dans une société dans laquelle, l'architecture était quand même principalement pensée en relation avec des modèles tectoniques. C'est pas si ancien que ça quand même, parce qu'à mon avis, la Renaissance ne raisonnait pas comme ça, mais depuis le XVIIIe, le temple grec, par exemple, est un grand modèle d'inintelligibilité de ce qu'est censé être l'architecture et la construction. Ce que je dis d'ailleurs souvent, du coup, c'est que j'appartiens probablement à la dernière génération qui apprécie vraiment le Parthénon. Parce que pour ceux d'après, ça devient plus problématique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il s'est passé entre-temps un certain nombre de phénomènes. D'abord, ce qu'avait annoncé Rainer Banham, c'est-à-dire un monde dans lequel les systèmes l'emporteraient sur la disposition structurelle des choses, ce monde est advenu. C'est finalement ce qu'expliquait Banham à longueur de journée, le jour où la plomberie l'emporte sur le poteau-poutre. Et donc, du coup, Banham, grand turiféraire d'archigrammes, grand turiféraire finalement de toute cette architecture, des systèmes, etc., proliférant des années 60, d'une certaine façon, il est vrai que nous sommes rentrés dans un monde d'architecture dans lequel les systèmes ont de plus en plus tendance à prendre le dessus
sur finalement l'empilement structurel des choses. Je dirais un bon exemple aussi, c'est de se rendre compte de l'évolution du coût de la construction. Au XVIIIe siècle, un immeuble à Paris, c'est quand même essentiellement de la pierre, et il y a un peu de fer, du verre, etc., mais c'est quand même encore du gros œuvre. Aujourd'hui, un immeuble, même à Paris, c'est beaucoup d'autres choses, beaucoup de câbles, de services en tout genre, etc. Avec l'émergence, du coup, aussi, de quelque chose qui n'est pas vraiment tectonique, qui est la question de l'ambiance, de l'atmosphère, etc., quelque chose qu'annonce également Banham, et dont on voit aujourd'hui la pleine éclosion. Pensez à toutes ces architectures de l'air, de l'atmosphère, là c'est du Philippe Rham, mais il y en a bien d'autres, des thèmes aujourd'hui assez forts. Donc il y a eu cette chose-là, très clairement. Autre chose maintenant, le numérique, le numérique a fait une chose très très bizarre, il a mis en continuité la conception et la fabrication, mais en même temps, avec parfois des renversements de la façon dont on comprend comment les choses fonctionnent, complètement étranges. Du coup, d'ailleurs, les effets paradoxaux se sont multipliés. Par exemple, bon, là, c'est pas une maquette numérique, mais Toyo Ito, par exemple, l'aquarium avec des algues molles ondulant dans l'aquarium de la médiathèque de Sendai, s'est transformé en un bâtiment construit comme un porte-avions, du point de vue de ses planchers. Le lasagne, délicieusement ondoyant, de Yokohama, également ressemble plus à un porte-avions américain lorsqu'on regarde sa structure. Donc on n'est plus du tout... Et je dirais le numérique s'est accompagné de toute une série d'effets de brouillage. Donc le numérique n'a pas rendu plus transparent la conception à la réalisation. Il les a articulés, mais sans forcément les rendre transparents l'un à l'autre. Alors il y a d'autres aspects aussi. Il y a le fait que toutes ces formes bizarres aujourd'hui n'ont pas de partie. C'est Georges Legendre dont je te parlais. Georges Legendre a écrit dans un livre assez intéressant dans lequel il explique que finalement, dans un système paramétrique, il n'y a pas de partie, il y a des relations. Et ça, c'est assez différent de ce qu'on pouvait connaître. Alors heureusement ou malheureusement, tout ne ressemble pas à ce genre de projet, mais il est clair que les notions traditionnelles d'éléments et de parties sont parfois brouillées aujourd'hui par certains types de géométrie. Dernier point, il y a quand même... Alors, du coup, on se pose la question quand même beaucoup aujourd'hui, il y a une espèce de dysfonctionnement des ordres anciens. Que du coup, des ingénieurs comme Cécile Balmont et autres, en Amérique en général et dans le monde anglo-saxon, dès que vous n'aimez pas quelque chose, l'insulte la plus sûre, c'est de dire que c'est cartésien. Donc, Cécile Balmont a expliqué en long, en large et en travers, dans Informal et dans quelques autres articles, que l'ère de la tectonique cartésienne était finie et que commençait le règne post-cartésien de Balmont et bien d'autres, et a voulu présenter à l'époque, y compris des choses comme le stade de Pékin, bon, comme post-cartésien. Bon, c'est peut-être discutable. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a, bon, alors vous avez eu aussi ces dernières années les idées de tectonique en essaim, swarm tectonics, toutes sortes d'idées, bon, ça c'est avec des expérimentations pas toujours convaincantes. Mais ce qui me semble quand même frappant, c'est qu'on est quand même dans un moment où, je dirais, les modèles structurels traditionnels ont perdu en partie de leur effet, de leur capacité d'ordonnancer le monde de l'architecture. Avec d'ailleurs, du coup, je dirais, l'illisibilité structurelle est parfois devenue une qualité. Et vous avez, par exemple, bon, le drugstore Publicis des Champs-Élysées n'était pas un chef-d'œuvre, avec son mur rideau des années 60-70, mais ce qu'en a fait Michel Say est quand même assez typique du désir, finalement, de subvertir complètement les codes de lisibilité traditionnelle de la tectonique. D'une certaine façon, peut-être que le Parthénon est en train de mourir, à nouveau. Le Parthénon est mort une première fois à la fin de l'Antiquité. À partir de la Renaissance, il a commencé à renaître de ses cendres, mais en fait, personne ne l'avait vu, quasiment. Puis à partir du XVIIIe siècle, on a vu le Parthénon et on l'a progressivement transformé, une espèce de modèle, etc. Peut-être que c'est la deuxième mort du Parthénon aujourd'hui. Alors, tout n'est pas forcément merveilleux dans cet univers post-tectonique ou dans lequel, en tout cas, les évidences tectoniques sont ébranlées. Tout n'est pas forcément merveilleux pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Je vais peut-être revenir à ça après. La première, c'est qu'il me semble que l'architecture était autrefois en tension entre concept et affect, et ce que j'ai essayé de montrer. Je pense qu'aujourd'hui, on a une architecture qui, globalement, penche plutôt du côté de l'affect.
Et d'ailleurs, si vous regardez les discours sur le numérique, les discours sur l'affect sont prédominants. Vous avez peu de discours finalement structural ou tectonique, vous avez beaucoup de discours sur l'affect. Et l'ornement est aujourd'hui complètement du côté de l'affect, ce qui d'ailleurs n'était pas le cas de l'ornement traditionnel. Je ne sais pas si ce déséquilibre est une bonne chose. Et en tout cas, ça pose quand même un certain nombre de questions, parce qu'on est dans une architecture finalement qui effectivement est toujours sur le point de vous toucher physiquement, mais pas forcément sur le point de raisonner. Et ça, c'est un vrai problème. Alors ça se corrèle à une autre chose, c'est que cette relation étrange d'une architecture qui était sur le point de parler inscrivait aussi l'architecture dans le temps, et notamment aussi dans un rapport à la mémoire. Et ça, pour moi, c'est peut-être une des questions essentielles, via d'ailleurs la question de la ruine. C'est que la construction, c'était ce qui apparaissait en ruine, et ce qui rattachait l'édifice à l'histoire, à la mémoire, etc. Et aujourd'hui, la crise de la tectonique me semble aussi une crise de la mémoire, et du rapport qu'a l'architecture à la mémoire. Et du coup, il n'est pas complètement évident de se dire que tout est merveilleux dans ce nouveau monde. Alors, je ne sais pas si la solution est réellement d'essayer de réinventer des codes tectoniques ou de se dire qu'il faut passer à autre chose, mais en tout cas, c'est une question ouverte. Je terminerai simplement par un projet que j'aime bien, parce que pour moi, c'est un projet qui repose la question du rapport à la mémoire, et de façon quand même relativement intéressante, tout en étant un projet qui, au fond, a été conçu en fonction du numérique. C'est quand même 2 surfaces paramétrées, et les blocs se définissent par l'opposition entre les 2 surfaces paramétrées. C'est le mémorial d'Eisenman à Berlin, qui quand même pose de façon assez saisissante la question du symbolique, la question de la mémoire, etc. Donc je me dis qu'il n'est probablement pas impossible de reconnecter l'architecture à la mémoire, et qui sait, de réinventer des codes tectoniques. Alors, j'en arrive progressivement à ma conclusion. Donc, ces idées de nouveaux récits. Alors, a-t-on besoin vraiment d'une nouvelle tectonique ? C'est une question débattue en long, en large. Il ne se passe pas de mois sans qu'Architectural Design fasse un article dans lequel cette question émerge d'une façon ou d'une autre. A-t-on besoin d'une nouvelle tectonique ? Peut-être que ce n'est pas la bonne question. C'est ce que je voudrais suggérer ici, au sens en tout cas d'une tectonique qui serait une chose objective. Peut-être que ce n'est pas la bonne question, parce que d'abord, tout ce truc post-tectonique que je vous ai raconté est quand même contemporain du règne le plus massif de la préfabrication et de la standardisation, etc., dans le droit fil des modernes. Si vous regardez Shanghai, si vous regardez toute une série de villes dans les pays qui se développent actuellement le plus rapidement, vous n'êtes pas du tout dans l'univers post-tectonique dans lequel on se complaît parfois dans les pays, par exemple, anglo-saxons. Peut-être que ça renvoie à une chose, c'est que la tectonique, d'une certaine façon, n'a jamais existé autrement que sur le mode du récit, que sur le mode du projet et du récit. Peut-être que la tectonique, c'est finalement quelque chose de l'ordre d'un projet ou d'un récit, quelque chose qui est toujours partiellement une fiction. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est que la cabane primitive, personne ne l'a jamais vue, même l'abbé Laugier. Et en fait, lorsqu'il regarde les églises du XVIIIe, il ne voit pas des cabanes primitives. Mais il invente cette fiction qui permet de complètement relire la colonnade du Louvre, les églises françaises du XVIIIe siècle, etc., etc. Et vous vous rendez compte que peut-être que la tectonique, c'est une fiction qui permet de relire l'architecture, etc. Et qu'inventer une nouvelle tectonique, ça veut dire peut-être simplement inventer un nouveau récit. Alors, inventer un nouveau récit avec un certain nombre quand même de contraintes fortes. Qu'on le veuille ou non, alors non, ceci n'est pas un projet que j'adore, je précise tout de suite, mais c'est un projet quasiment caricatural, mais néanmoins assez intéressant pour moi sur l'idée les arbres deviennent des ornements dans notre univers sustainable. Bon, qu'est-ce que je veux dire derrière ça quand même ? C'est concrètement l'articulation entre construction et sustainability, enfin durabilité, c'est quand même probablement un des problèmes centraux dans les écoles d'architecture aujourd'hui. Et si on regarde les questions parfois les plus innovantes, la question de l'usage structurel des matériaux et de leur lien avec les cycles d'obsolescence, de recyclage, etc., est une question absolument centrale. Qu'on commence tout juste
On commence tout juste à avoir quelques outils pour savoir quoi faire de ça, mais c'est une question absolument centrale et que peut-être que la nouvelle fiction, alors la fiction, enfin, je m'insurge contre l'idée qu'on va un jour vivre dans un monde totalement vertueux dans lequel on recyclera tout. Mais par contre, vivre dans la fiction d'un monde vertueux me semble absolument essentiel. Donc en fait, là encore, il ne faut pas objectiver plus qu'il n'est de raison ces choses-là, mais en tout cas se les poser sérieusement. Pourquoi je crois à la fiction aussi? Parce que ça évite au nom du réalisme de faire des bêtises comme ça. Je pense qu'une fois qu'on sait qu'on est dans la fiction, bizarrement on devient plus réaliste que lorsqu'on prétend être juste un projet d'MDRDV, lorsqu'on prétend être réaliste. Alors, il y a bien d'autres questions qui me semblent aujourd'hui en suspens. Par exemple, toute la modernité a été hantée par la question du mouvement. Et le rapport entre immobilité et mouvement. Prenez le thème de la mobilité, Buckminster Fuller, prouvé, il y en a bien d'autres. Aujourd'hui, le mouvement, avec tous ces électrons, ces réseaux, etc., le mouvement est en train de changer de nature. Donc, et le mouvement, d'ailleurs, redevient un peu, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui vous expliquent que le mouvement devient tout autant qualitatif, une espèce de retour à Aristote. En tout cas, repenser ce que signifie l'immobilité versus le mouvement, ça me semble quelque chose de tout à fait clair. Il y a d'autres choses, par exemple la gravité. Dans un monde dans lequel on vole en partie sur les écrans, lorsqu'on est dans les écrans, et puis le reste du temps on a quand même encore un corps, etc., la notion de gravité est plus tout à fait la même. Bien, tout ça pour dire que tout ceci est inséparable de la reconstruction de notre corps, qui s'opère toujours en liaison avec la culture et la technologie. Nous reconstruisons constamment des images de nous-mêmes, des pratiques de nous-mêmes. Alors, il y a quelques années, c'était le thème du cyborg. J'ai commis autrefois un livre sur les cyborgs aussi, et la ville. Le thème du cyborg, de l'homme technologiquement augmenté, était un des grands thèmes dominants, et d'où les travaux d'artistes comme Stellark, etc. D'une certaine façon, ce sont des choses qui ont un certain lien avec les questions constructives. La question ultime, quand même, derrière tout ça, c'est qui sommes-nous? Et curieusement, je pense que la construction rencontre l'architecture autour de cette question. L'architecture est quand même toujours un essai de réponse à qui sommes-nous, à travers les lieux dans lesquels nous vivons, etc. Et la construction apporte son ensemble propre de sous-réponses à cette espèce de grande enquête qui est qui sommes-nous. La construction nous parle d'un côté, encore une fois, de grands rêves, de raisons conceptuelles, etc., de l'autre, de la matérialité de nos squelettes, de nos muscles, etc., tout en sachant qu'à la fois sont des choses qui sont déterminées technologiquement et culturellement. Donc, c'est là, à mon sens, l'ambition ultime, finalement, d'une histoire culturelle de la construction, c'est d'essayer d'apporter sa petite contribution à cette curieuse question qui est finalement quel est le rapport entre l'architecture et les hommes qui la produisent. Je vous remercie. Par contre, j'allume le micro si quelqu'un a une question. Vous allez avoir l'occasion aussi de discuter lors du séminaire. Mais... Si ce n'est pas le cas, je vous remercie beaucoup d'exposer et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ah, il y en a une quand même. Je vais profiter, mais alors je te pose une question tout à fait personnelle sur les choses qu'on est en train de chercher autour de la construction. Oui. Ça marche, je peux parler comme ça, vous m'entendez plus. Et donc, tu es en train de faire une espèce de... pour mon point de vue, des tabula rasa autour du concept de la construction. Et dans un certain moment des recherches autour de ce concept, j'avais nourri une illusion, dans le sens qu'à un certain moment, l'exaspération et l'accélération d'un certain concept de construction auraient pu détruire les récits.
aurait pu arriver à découvrir un univers autre. Et alors, pour venir, à mon avis, dans la période qui aurait pu produire quelque chose comme ça, c'est la période dont tu es spécialiste, le XVIIIe siècle, lorsqu'il y a des personnes comme Buffon, Muschenbrock et après Lodoli, qui s'efforcent d'interroger sur les matériaux, je pense non d'un point de vue culturel, mais vraiment, j'emploie un mot bête, scientifique, la nature du matériau. Et jusqu'à quel point cette recherche qu'il avait entamée peut arriver à la destruction d'un récit, une espèce de silence, ou non, parce que je la trouvais simplement pas fragment, que dans mon obsession de recherche où on est arrivé à ce moment dans lequel seulement la construction a le droit d'exprimer la vérité du matériau, il y a une espèce de silence qui se produit. Et je l'ai trouvé simplement dans quelques fragments. Pour moi, la fenêtre de Lodoli à Venise, c'est l'antilogé. C'est vraiment l'antilogé. C'est les discours autres, mais qu'il n'a pas eu la possibilité d'être développé. Pas même par les ingénieurs, quelquefois. C'est une bonne question. On ne se convaincra pas. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui s'appelle la construction pure ou le matériau pur. Je pense que le matériau est pétri de choses sociales, etc. D'une certaine façon, on peut sans cesse... Le rêve de Lodoli, qui est le rêve de beaucoup d'architectes, c'est de reconstruire la nature, ou de révéler la nature. Mais le problème, c'est pas pour dire que la nature n'existe pas, mais la nature existe toujours comme une polarité dans un couple où il y a aussi l'homme, la culture, etc. Donc t'es jamais dans la construction pure, pour moi. T'es déjà... Et le silence... il y a des choses plus silencieuses que d'autres, quand même, en architecture. Hein. Il y a des échelles. Je crois qu'on n'est jamais dans le silence total. On est toujours dans un silence de quelque chose qui est sur le point de parler. Et c'est ça la grande différence, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même la question de l'expressivité, si tu veux. Et si tu abandonnes la question de l'expressivité, tu abandonnes finalement une bonne partie de l'architecture. Quant à la science, je pense que l'architecture n'a jamais affaire à la science. Elle a affaire, en fait, à une esthétisation enfin, elle a affaire quand même à la science. Bon, forcément, quand tu utilises des matériaux, bon, la résistance des matériaux existe, on ne peut pas tricher avec le module de Jung, etc. Mais c'est pas le problème ultime, pour moi. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Je vois toujours la construction comme quelque chose qui est déjà en fait en train de tenir un récit, ne serait-ce que parce que Lodoli n'est pensable qu'après le baroque. Et que lorsque tu dis qu'il se tait, c'est parce qu'il y a tout le baroque avant, si tu veux. Et parce que, en fait, lorsque tu te rends compte que Lodoli, c'est le problème d'ailleurs de tous les retours à l'origine du XVIIIe. Les retours à l'origine du XVIIIe sont toujours des retours à l'origine après qu'il y ait eu la civilisation. Donc on ne se convaincra pas. Oui. J'ai toujours l'impression j'observe toujours qu'entre la fiction dessinée, parce qu'il y a la fiction dessinée, et sa réalisation, il y a une telle différence que les deux images finissent par ne plus se ressembler. Prenons un exemple, on l'a tout proche. Le Rolex. Prenons magnifiques qui font rêver et des réalisations. Ça tourne mal. Donc, comment vous voyez un peu une sorte de relation entre deux
une fiction, puis une fiction à travers la construction, les ingénieurs, etc. Il faut la réaliser quand elle n'a pas, au départ, une recherche de la part de l'architecte qui entre dans la construction. Alors, entendons-nous, ceci n'est pas un plaidoyer pour qu'on construise comme un cochon. Quand même, que ça soit clair. Mal construit, c'est mal construit. En plus, je viens d'un pays où actuellement on peut pas dire qu'un pays qui a eu une grande tradition constructive et qui a à peu près 50 ans a réussi à l'acheter à l'eau. Donc, et là, c'est assez tragique. Donc, ceci n'est pas. Cela dit, ce que je pense quand même, et je pense que le numérique, de ce point de vue, n'a rien changé. Le numérique est arrivé naïvement avec l'idée qu'il allait abolir l'écart entre représentation et objet bâti. Or, je pense que l'écart entre représentation et objet bâti est en fait constitutif de l'architecture. C'est quand même un des moteurs de l'architecture, c'est que les choses ne ressemblent jamais tout à fait à leur image. Et qu'en fait, si vous regardez la perception ensuite qu'on a de l'architecture souvent, il est très rare sur les grands bâtiments qu'on n'ait pas vu des images de ces bâtiments. Parce que vous avez parlé des dessins, mais parlons de la photo aussi. Parlons de la photo. Prenez la Villa Savoie. Il est presque impossible de voir la Villa Savoie pour la première fois, abstraction faite, quand on est architecte, des dizaines de photos qu'on a déjà vues. Et d'ailleurs la Villa Savoie, bon, ce que vous dites du Rolex Center, des fois le Corbusier ça surprend d'un point de vue qualité de la construction. Donc notamment la période puriste, il y a des choses quand même un peu étonnantes. Donc oui, je pense que c'est une fiction. Je pense que la distance, cela dit, ne sera jamais abolie. Et que l'architecture, en fait, je crois que là aussi, c'est une fiction. Je pense que la vraie fiction dans l'architecture, c'est pas cette distance. La vraie fiction, c'est de s'imaginer qu'un jour, on pourrait abolir la différence entre l'image d'une chose et un objet tridimensionnel. Qui est d'ailleurs une des choses qu'a essayé de nous faire croire le numérique au début. C'est grâce au numérique, on allait enfin supprimer cette distance. Mais je pense que la vraie fiction, c'est le désir, finalement, d'abolir, qui n'était pas, et qui est une fiction moderne. Mais, alors, quant au Rolex Center, je ne commenterai pas. Est-ce qu'il y a encore une question ? Si ce n'est pas le cas, on va rester dans la fiction. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.